Salut à tous, nouvelle actualité donc de la semaine. J'ai fait très peu en fait entre guillemets d'actualité parce que mis à part d'ailleurs sur le Fisker, et on va revenir très rapidement donc dessus parce que je crois que c'est le seul où il y a eu autant d'actualités. Un petit peu Xiaomi, je reviendrai donc la semaine prochaine. Et puis c'est plutôt des petites actualités ponctuelles. Voilà, j'aime pas faire une vidéo en tout cas sur une minute où c'est pas qu'il y a rien à développer, mais c'est pas forcément si intéressant. Donc je préfère en tout cas faire l'actualité sur toute la semaine pour être vraiment très concret. Je voudrais revenir sur le Fisker Océan, donc où on a eu au moins 10 actualités dessus, 10 informations cette semaine. La première, en fait, où Nissan ne sera pas repreneur, donc je pense que Nissan ne veut pas récupérer les dettes, ils étaient uniquement intéressés par le châssis. Je dirais que comme ils sont pas en liquidation, il vaut mieux peut-être les racheter à 1 euro symbolique, ou en tout cas, ils n'avaient pas cette possibilité, tu vois, de marchander ou quoi que ce soit avec eux, donc sachant qu'il n'est pas en liquidation. On a appris après qu'au niveau de Fisker que finalement ils bradaient toutes leurs voitures. Donc tu imagines pour l'américain qui a payé 60 000 dollars sa voiture et que là elle a 30 000, enfin grossièrement je crois que c'est 37 000 dollars hors taxe. Donc pratiquement une baisse sur certains véhicules de 24 000 euros. Logiquement toujours d'ailleurs sur du hors taxe. Donc imagine comment ça doit être perçu. Le véhicule, encore une fois, malheureusement, n'est pas au point. Un petit peu comme les véhicules, certains chinois, on y reparlera. Donc à la fin, il y aura un petit peu aussi donc d'analyse. Et la dernière des choses, donc moi j'avais appelé directement à Buc. C'est là où en fait il y a toutes les informations. Je t'avais fait un short en te montrant donc les véhicules. Bon, 20-30 véhicules pour un si petit constructeur, ça fait quand même beaucoup, sachant que derrière, il y a l'usine où en fait il faut liquider les voitures. On nous apprend aussi que, soi-disant, limite, ça serait peut-être la faute du client parce qu'en fait, il n'a pas payé, ou alors ils n'auraient pas donc encaissé les chèques ou quoi que ce soit. Enfin, c'est assez délirant de la part donc de Fisker. Et clairement, ça s'en va sur la banqueroute. Là, en fait, je pense qu'ils essayent de tirer du temps, de gagner du temps, d'essayer. Donc la production s'arrête donc totalement, pas une partie totalement. Donc pour relancer une production après, c'est juste l'horreur. Ça veut dire qu'en fait, ils ne peuvent plus payer l'usine parce que c'est pas leur propre usine, c'est l'usine de Magna Steyr. Donc ils ont plus de cash, ils peuvent plus payer les voitures. Ils n'ont pas fait payer a priori certaines voitures ou quoi que ce soit. Ils bradent la voiture, c'est le prix pratiquement de la batterie ou quoi que ce soit. Mais si ils font ça en France, ils devraient faire ça aussi en France. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vendre à perte. C'est quand même un truc de fou. Ça veut dire qu'ils se font des marges de fou. Et malheureusement, Henrik Fisker aurait dû rester certainement à ce qu'il faisait de mieux, c'est-à-dire le design. Le véhicule est bien, mais le véhicule n'est pas fini. Comme certains donc, constructeurs chinois, on reviendra là-dessus. Donc, sachant que j'ai eu un des responsables donc sur Buc, et c'est rien contre eux personnellement, mais le V2L n'est même pas actif. Donc normalement c'était en sortie 3,7 kW, donc c'était plutôt pas mal, mais il n'est pas actif. Donc ça craint du boudin. Très concrètement, vous avez été nombreux à être plus dur que moi limite en disant non mais là Yoann laisse tomber, donc faudrait l'avoir à 10 000 euros, et avec les 9 000 euros de l'Île-de-France c'est malheureux quoi, avec les subventions quoi que ce soit. C'est un véhicule où voilà, pareil, il m'a dit donc non mais pendant 6 ans ça sera garanti si on fait faillite ou quoi que ce soit, mais garanti par qui? Donc c'est une obligation obligatoire, mais qui va venir entretenir donc ce véhicule-là? Si par exemple le Ford Mach-E venait à s'arrêter avant prématurément parce qu'il a du mal à marcher en Europe ou j'en sais rien, tu as toujours Ford derrière. Si je sais pas, il y avait un véhicule sur un modèle qui marchait moins, tu sais que par exemple Lotus, tu as Geely qui est derrière, tu as Volvo, tu as, enfin voilà, on retrouve des composants. Là, on a donc un châssis de Magna Steyr, tu vas pas aller en Autriche faire réviser ton véhicule parce que il y a un gros problème, il est en panne. Donc c'est vraiment la grosse info de la semaine. En fin de vidéo aussi, je te parlerai. J'ai vu très vite fait, je suis plus forcément abonné, mais j'ai vu une info donc de Tesla Geek, donc de Charles, sur une homologation d'un modèle Y long range. Ça fait 3-4 mois que j'avais parlé en France, mais en Europe en fait. Tous les véhicules de 4,40 m arrivent avec des autonomies bien supérieures au modèle Y qui est à 455 kg kilomètres WLTP. 60 à 80% des gens, ils s'en fichent en fait de l'autonomie réelle ou que ce que le véhicule fait, même la charge, il regarde pas, il sait pas. Lui, ce qu'il regarde, c'est le WLTP. Donc il va avoir un modèle Y qui est à
455, et pour le même prix, le gars il peut avoir un Scénic en long range de mémoire, je crois que c'est 525, je sais plus exactement, et même le 3008, et ils sont tous aux alentours des 500, ou c'est 585 le Scénic, enfin tu me comprends, ils sont tous au-dessus de 500 au niveau des chiffres. On va pas revenir sur les chiffres qui sont des fois très limites, mais c'est comme ça, donc que le français, que le consommateur en tout cas, considère la chose. Alors Tesla donc travaille avec le chinois CATL pour élaborer une batterie qui charge plus vite. Bon, j'ai envie de te dire, alors avec CATL c'est possible parce que CATL donc il charge un peu moins vite qu'avec BYD, mais ça charge déjà quand même très bien. Donc la fameuse P3, la M3P. Donc à partir de là, quand on aura des charges avec des paliers pratiquement de 200, parce que c'est bien beau aussi d'avoir des charges ultra puissantes, mais quand tu as des bornes qui sont partagées, comme chez Tesla mais ailleurs, bah c'est bien beau d'avoir, même chez par exemple IE Charge, qui est vraiment très bien, hein, c'est 320, partagé, t'es à 160. Donc le palier de toute façon de la BYD à 170 est déjà excellent. Même de toute façon, les V4 sont souvent en 250 et sont aussi en partagé. Donc ça dépend de la charge d'à quel côté, voilà, on va pas rentrer dans le détail. Mais concrètement, quand tu as déjà un palier aux alentours de 140 à 170, ce que propose avec celle de Berlin, la BYD, donc de chez Tesla du modèle Y, c'est déjà très bien, parfait. Donc des améliorations en tout cas sur la batterie, et la prochaine amélioration en fait que les Chinois vont amener, hein, parce qu'il n'y a que les Chinois qui travaillent aujourd'hui pratiquement dans le monde, je n'invente rien, ça va être aussi au niveau donc des densités. Donc je pense qu'ils vont vouloir apporter avec une densité bien meilleure, 30 à 50%, donc des batteries équivalentes. Donc on va pas baisser malheureusement le poids. Moi j'aurais été plutôt du type à dire bah voilà, on baisse drastiquement donc le poids de la batterie, mais ça va permettre d'apporter des autonomies qui étaient mettons à 455 comme un modèle Y, ou 500 km comme un modèle 3 par exemple, en CATL ou BYD, et de se rapprocher sur des chiffres théoriques de 800 km. Je tiens à rappeler que les chiffres WLTP, même annoncés sur des véhicules thermiques, ça reste quand même extrêmement théorique, faut arrêter. Je connais très peu de véhicules en fait qui font plus de 1000 km, donc dans ces cas-là il faut un gros réservoir. Les réservoirs souvent font pas plus de 50-60 litres, ce qui est déjà pas mal. Donc bref, on va pas rentrer dans ce genre de débat, mais avec un diesel où tu es à 5, 6, 7 litres. Mais bon, il y a que, je sais pas, il y a que ce type de personnes qui là-dessus diront des choses. Bref, chez Nissan, des voitures électriques au prix du thermique en 2030, bon, c'est une promesse, hein, parce qu'aujourd'hui, donc Nissan, qu'est-ce qu'il propose? La Leaf, de toute façon, qui est extrêmement vieillissante, et le Nissan Ariya que je suis allé essayer, qui est joli intérieurement, mais c'est pas le plus important en fait. Le véhicule peut être joli, mais ça sera pas un véhicule numéro 1 parce qu'il lui manque plein de choses. Le châssis, le comportement, la charge, et puis la consommation qui a l'air quand même assez importante. Un véhicule très lourd. Donc toujours la même chose, ils se sont concentrés sur les NMC. Il va y avoir, je pense, ce sera une vidéo qui pourrait être intéressante, la lutte entre les voitures électriques avec des chimies nickel, manganèse, cobalt, et la lutte avec des chimies donc LFP. Clairement, la LFP est pareil par rapport aux voitures électriques et thermiques. L'électrique est l'avenir, et les batteries chimie LFP, voilà, force est de constater, c'est quand même plus l'avenir. En 2024, les ventes des hybrides rechargeables progressent plus vite que celles des électriques. Ben oui, malheureusement, on a affaire à des neuneux, puisque le seul argument est l'autonomie. Et donc de se dire, je vais prendre, en fait, je vais charger à la maison pour le quotidien, et quand je partirai en vacances, c'est-à-dire une fois par an, parce que les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils partent une fois par mois, donc en vacances, donc ils partent une fois par an, donc où tu perdrais, on va dire, une demi-heure, même à 1 heure au pire des cas, parce que tu t'arrêterais 3 fois au lieu de 2 fois, parce que souvent, donc quand tu pars en vacances, tu pars en famille, tu as des enfants, et voilà, on nous montre toujours des véhicules familiaux. Donc obligatoirement, tu vas t'arrêter 20-30 minutes, tu vas t'arrêter aussi certainement pour manger, parce qu'il n'y a pas que les commodités, il n'y a pas que le fait d'aller faire pipi. C'est que 8 heures, tu vas peut-être t'arrêter pour manger. Ou alors, non, excuse-moi, c'est vrai, le dieselis fait pipi dans une bouteille, et en fait, il mange au volant, quoi, il en fout partout. Enfin, je sais pas, faut être un petit peu sérieux à un moment donné. Donc je tiens à rappeler qu'une hybride rechargeable, c'est vraiment le pire des deux mondes, et c'est surtout que c'est très cher. Là on nous montre par exemple un XC T8, à quel prix c'est? 60 000, 70 000 euros. Donc c'est le pire des deux mondes, parce que notamment un T8 c'est le 2 litres qui fait je crois 300 chevaux, donc en fait tu as un moteur thermique assez fragile,
sans compter voilà chez PSA, les THP, etc. Et puis les autres avec leurs 3 cylindres, etc. etc. Et mis à part chez le Ford Focus, le Ford Kuga, où vraiment là c'est un gros moteur. Et puis de l'autre côté, en fait, ben, tu as une batterie qui est pas trop petite pour pouvoir donc faire du quotidien, mais pas assez grosse en fait, et tu vas l'user donc prématurément. Donc c'est une batterie qui sera très certainement HS entre 5 et 10 ans. Alors quand je dis HS, les gens ne comprennent pas, c'est que là où tu faisais, on va dire, 60 ou 80 km, tu ne feras plus que 40 km. Donc une dégradation assez importante. Je suis désolé, je suis un petit peu, tout petit peu malade. Le marche arrière pour la Fiat 500e, le retour au moteur thermique. Alors le véhicule est quand même très intéressant, je trouve qu'il est plutôt bien situé. C'est une... voilà, véhicule intéressant. Malheureusement, je pense que c'est comme tout, c'est trop cher. C'est toujours le prix en fait qui est important. C'est comme dans l'immobilier, si tu veux, tu peux avoir une très mauvaise exposition, une maison qui est dans un sale état, qui est dans une ville très moyenne ou désastreuse, mais si c'est à un prix défiant toute concurrence, eh ben ça partira. C'est toujours une question de prix. Donc revenir au thermique pour Stellantis, je suis pas sûr en tout cas que ça soit la bonne solution, puisque Stellantis c'est quand même aujourd'hui, donc mis à part la IC3, devenu très cher. Ah, voilà, on avait perdu la connexion. Euro 7 et particules des pneus. Donc, bon, ils ont déjà du mal à calculer en fait exactement comment ça fonctionnerait, etc. C'est comme les freins et les disques. Oui, de toute façon, tout mouvement, obligatoirement, avec la gomme, emmène des particules. Donc, c'est peut-être le nouveau cheval de bataille de nos amis les Verts. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, ils vont nous mettre un catalyseur dans le fion. Je sais pas trop, c'est une question à se poser. Donc un engagement qualitatif. Michelin annonce avoir pu diminuer de 5% les émissions d'usure de ses pneus. Bon, il faudrait savoir dans quelles conditions, de 2015 à 2020. Je trouve que c'est très peu. C'est la même chose en fait que sur un véhicule thermique où on a fait que réduire la motorisation et finalement pour gagner quoi? Franchement, que dalle. Tu prends par exemple un PureTech, la consommation c'est à peu près 7 litres et au final c'est la même chose qu'un 1,6 110 chevaux à même pas 0,5. Sauf que entre un 1,6 110 qui pouvait franchement faire pas mal de kilomètres, là 150 000, waouh! Si tu as fait 150 000 km avec un PureTech, c'est que franchement, tu es un champion du monde et que là, il est clairement en fin de vie. Ça aussi, ça mériterait une vidéo. Pendant que nous, on est en train de faire des petites Mégane à 40 000 et à 45 000, donc Stellantis nous fait des 308, des Astra, etc. Eh bien, tu as Xiaomi pour le coup, 50 000 commandes en moins de 30 minutes pour la voiture électrique. C'est tout à fait normal quand tu vois le véhicule. J'ai vu une vidéo d'Elective donc qui faisait une présentation de quelqu'un donc en Chine. Donc on ne pourra pas faire la conversion en tout cas entre le yen et donc l'euro. Mais c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'on reparlera aussi d'un autre véhicule juste après, mais 27 500 euros. Je tiens à rappeler qu'un modèle 3, c'est aux alentours des 30 000 euros, 31 000, enfin voilà, ça dépend de la conversion, donc et du taux de change. Donc on va dire que 30 000 euros, nous on est à 43 000 de mémoire, enfin souvent entre 40 et 45. Donc il n'y a pas une si grosse différence, il y a à peu près entre 30 et 50% de différence entre la Chine et l'Europe. Donc on voit que de toute façon ces marchés-là, c'est fini du temps où les salaires étaient très bas. Il y a encore certainement des disparités, mais voilà. Donc très concrètement, on a un véhicule qui est fou. J'ai rien à dire. On reviendra en fait dans une vidéo tellement que la fiche technique est juste folle. 5 mètres, 300 chevaux, la version haute en max ou quoi que ce soit, batterie BYD, Xiaomi, un style. Alors inspiré, je n'irai pas jusqu'à dire copier, inspiré en fait du Porsche Taycan. Et puis c'est surtout une très belle inspiration et c'est ce que je disais en fait, et il faudrait aussi développer là-dessus une prochaine fois donc en vidéo, c'est que les Chinois, ils cochent tout bon partout. Aujourd'hui en termes de style, intérieur, qualité, etc., tout. Mais des fois la fusion, entre guillemets, n'est pas bonne. Par contre là on a une vraie électrique. Le coffre avant est juste fou, t'as l'impression d'être dans une Model 3. Il fait le même bruit, on a le même claquement, etc. Tu vas me dire, mais il y en a d'autres qui font des coffres, mais souvent ils sont plus petits et il y a une trappe, je vois pas pourquoi elle sert. Et par exemple dans une Smart, il y a 2 crochets de chaque côté. Le coffre est vraiment, le capot avant est vraiment très volumineux. Donc c'est perdu là. Enfin, pour le moment, c'est perdu d'avance. S'il devait arriver donc avec ce type de véhicule, je pense que 27 000 euros et donc en France avec toutes les frais de douane, taxes, ça nous fera un véhicule entre 40 et 50 000 euros, un petit peu près donc la cible. Et c'est aussi le défaut des Chinois, ils ont tendance à être trop élevés.
Moi, ce que je leur conseille, c'est que finalement BYD, le fait d'avoir des concessions, ça ne leur sert à rien. Ils vendent en ligne et ils font un système de distribution qu'eux, ils font eux-mêmes et ils se mettent à des points stratégiques, c'est-à-dire en ville. Là, au-delà de la voiture électrique, ce n'est pas du tout pour les bobos, c'est clairement à qui ça s'adresse. Ce sont des gens qui ont quand même de l'argent. À mettre 40, 50 000, par exemple, une BYD Seal. Donc stratégiquement, se mettre dans des grandes villes, là où ça concentre le plus d'argent, et puis t'inquiète pas, le mec qui a envie de voir, qui est, je sais pas, à côté de Bordeaux, ou tu peux mettre à Nice, tu vois, des endroits, Nice, Marseille, tu te mets à Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris, Strasbourg, Lille, à Reims, tu te mets à Brest, ou Rennes, ou Rouen, et un vers, je sais pas, vers Nantes, je pense, Nantes c'est plutôt pas mal, tu vois, ou Le Mans, au Mans, donc une dizaine d'endroits où tu ferais donc que en ligne et de la distribution et tu laisses en dispo, en fait comme Tesla concrètement fait. Et de toute façon, je pense que les Chinois pour le moment sont pas dans la place en Europe, donc feront pas de très gros volumes. Mais là, franchement, c'est vraiment très bien. Renault et Volvo s'associent pour concevoir un utilitaire électrique. Alors c'est dommage que Renault n'ait pas continué en tout cas avec donc notamment Geely et donc Lotus, et de faire donc avec Alpine, mais Geely et Renault, donc le Renault Nissan et puis donc l'alliance Mitsubishi a vraiment décidé de travailler fortement avec donc Geely, parce que Renault Volvo derrière, donc c'est Geely, et ils ont décidé de faire quelque chose d'intelligent qui est de mettre tout dans le châssis. Et c'est pas compliqué, donc tu fourres tout, tu fous ta batterie, tu la mets au plus bas, tu mets toute ton électricité, tu mets toutes tes lignes, tu tires tout en fait en dessous, et ça va te permettre de libérer énormément de place, et donc de faire des fourgons avec différentes tailles. Hein, ça va, je sais pas, de 4,50 m jusqu'à, je crois que c'est 6 mètres, ou 6,50 m, 7 mètres. Enfin voilà, donc c'est la chose à faire, donc un développement assez important. Vous en avez parlé donc dans les commentaires, et oui, on parle d'1,5 milliard, je crois, de développement, donc très bien. Écoute, à suivre. Pour le moment, c'est vrai que les fourgons sont pas hyper au point. Quand je croise des personnes que je reçois, donc des colis pour tester, etc., j'ai pu discuter la dernière fois avec la personne de DPD, et il me disait on a 150 km d'autonomie, ça suffit d'ailleurs pour eux, mais voilà, c'est encore de l'adapter au thermique. Il faut partir d'une table rase. Bon, Hyundai Ioniq 5N, moi ça m'a pas fait rêver. Donc j'ai vu les journalistes s'exalter avec des palettes, avec des bruits. Autant j'ai bien aimé le Ford Mach-E, donc ce petit bruit, mais voilà, il n'y avait pas de palette, il n'y avait pas de comme une boîte style de vitesse. Bon, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Je trouve que pour une Hyundai 78 000 euros, ça devrait être le prix finalement d'une Xiaomi par exemple, ou d'un Zeekr 001, on va y reparler, donc de Geely. Et on n'a pas la même utilité, c'est-à-dire que là, il est dit type SUV. C'est joli, c'est efficace, Hyundai sait faire, c'est un super véhicule, c'est très bien, mais c'est trop cher. Pour moi, ça devrait pas valoir plus de 50 000 euros. En tout cas, mettre 80 000 euros dans un véhicule comme ça. Bon. Après, le seul avantage, c'est que pour le moment, il n'y a pas de taxe sur les voitures électriques et on se retrouve donc avec des choses qui sont complètement délirantes. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des voitures. Là, c'est une voiture vraiment plaisir, hein. Donc, je te laisserai lire où il y a toutes les explications. Moi, j'ai osé faire une remarque en me disant, c'est pour mettre 80 000 euros. Je préfère même de base et avoir quelque chose d'un petit peu moins performant et prendre une Taycan. On est sur des mêmes charges, etc. Et puis la Taycan est quand même plus grande. Et puis en termes de style, on est chez Porsche. Mais ça, c'est les gens en fait qui vont critiquer. Tu sais, c'est les experts en expertise. Et je peux te dire que le mec qui a du fric à 80 000, hein, à 80 000, le mec qui fait les fonds de tiroir, je peux te dire qu'à 100 000 ou même à 80, il en prend une d'occasion. Tu vois, là, t'en as dans les 60-65 000. Mais à 80 000, t'en prends une donc, qui Porsche Approved. Et je te le dis clairement, le mec qui a 80 000 en crédit ou plutôt cash, entre une Hyundai, même neuve, et une Porsche, même d'occasion qui a 1 an, la question, elle est vite répondue. Je te le dis. Ça, c'est Jean-Marc Frangin, je sais plus comment il s'appelait là. Jean-Pascal Frangin. Recharge et consommation, voilà. Parce qu'en fait, techniquement, on est sur du 800 volts. Techniquement, la Porsche est vraiment au point.
Et en termes de style, par contre, bah, Porsche est juste fou et c'est pas une Hyundai. Et finalement, les révisions chez Porsche n'ont pas l'air d'être ultra délirantes. Je pense qu'un jour, je vais peut-être aller essayer et voir cette Taycan. Mais voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais comment tu fais pour être dans ta Mégane ou quoi que ce soit? Pourquoi ne pas avoir été chez Porsche? Alors bon, le Cayenne, je l'avais pas payé franchement à un prix délirant. Et ma femme ne voudra pas, ça, c'est certain. Et en gros, 100 000 euros, ça fait un petit peu capricieux parce que moi, avec 3 enfants à l'arrière, c'est pas pratique. C'est-à-dire que c'est un véhicule, même comme le Xiaomi, on va en reparler donc juste après, c'est trop grand. Une berline, on a besoin de 4,50 m. Voilà. Même 4,70 m, etc., comme la Model 3, ça fait trop grand, donc on a besoin, voilà, j'ai besoin, pour le quotidien, peut-être un peu plus grand que la Mégane, donc entre 4,40 m et 4,60 m, ça serait vraiment l'idéal. Et ça, malheureusement, personne pratiquement donc le propose. Alors, Toyota accélère le lancement d'un Hilux électrique. Bon, c'était la blague du jour, non, c'est pas un 1er avril. Donc là, tu as un éléphant. Donc tu as Goliath au pied d'argile, tu as ce que tu veux. Donc l'électricien talonne à certaines marques comme BYD a réalisé une jolie percée. Bon, voilà, c'est bien beau de vouloir faire de l'électrique, surtout quand il croit pas et finalement de pas faire de vente. Donc on est dans un mauvais cercle, on n'est pas dans un cercle vertueux. Donc les Chinois sont dans un cercle vertueux où ils ont tout fait pour développer l'électrique. L'électrique fonctionne très bien chez eux et donc comme ils font des ventes, ça va développer. Donc même si des fois, ils vendent des fois même à perte, hein, mais ils misent sur l'avenir, ils misent tout, ils sont très très accrocheurs, très attractifs, c'est vraiment très bien. Donc la Xiaomi pour le coup, on revient dessus, eh bien c'est juste complètement fou. Donc la fiche, on a eu la fiche du véhicule, donc c'est juste fou. Alors bon, les autonomies, il faudra faire attention. Batterie BYD, un style à la Porsche Taycan. C'est très très joli, c'est très très bien abouti. LiDAR, coffre, tout. Enfin, c'est vraiment top. Je reviendrai en fait sur une vidéo. Et puis ce matin, donc j'étais sur YouTube. J'ai vu très rapidement que Charles de Tesla Geek donc parlait d'un modèle Y, donc grande autonomie en propulsion. Je crois que j'en avais parlé, mais waouh, il y a au moins 4 mois en disant, à un moment donné, il va bien falloir que le WLTP monte parce que c'est tout ce que les gens regardent. Et donc quelqu'un qui cherche 625 km par exemple pour une LR donc de Scénic, eh bien, ou même du 700 km, mais bon, là c'est bonusé, il passera pas donc chez la case donc Tesla avec seulement entre guillemets 450 km. Alors, tu me diras oui, mais bon, c'est pas que c'est truqué, mais finalement il y aura pas plus avec le Scénic, etc. La charge est pas terrible et tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais malheureusement, c'est pas ce que les gens donc vont regarder. Donc si Tesla veut revenir dans la course à moindre coût, c'est tout simplement de faire comme la Model 3 l'année dernière au mois de juin, où ils avaient baissé les prix dans les stocks et ils avaient bradé donc de la Model 3 propulsion grande autonomie, comme Hakim pour le coup avait acheté. Donc elle était aux alentours des 40 000 euros, donc non bonusé, il a dû la toucher entre 30 et 34. Donc ça sera le cas. Là c'est quelque chose qui pourrait fortement m'intéresser avant le restyling, c'est-à-dire d'avoir une batterie donc NMC, donc moins de froid donc l'hiver et une très très grosse autonomie. Donc concrètement sur un long trajet, tu vas faire pratiquement 350 km. Donc ça veut dire que tu peux t'arrêter 1 à 2 fois, donc maximum, c'est-à-dire que tu vas t'arrêter à peu près tous les 2h30, 2h30 à peu près. Donc là, ça devient concrètement excellent, donc 600 km. Voilà, j'en avais parlé. Par contre, normalement, les grandes autonomies et performances, mais surtout les grandes autonomies, qui sont aujourd'hui à 53, elles étaient à 51, elles auraient pu éventuellement passer à 47. Donc ne sont pas bonusés. Donc je sais pas, le fait d'enlever un moteur, qu'est-ce que ça ferait, puisqu'a priori c'est au niveau de la chimie ou du poids que ça passe pas, mais c'est plutôt la chimie donc NMC, ou est-ce qu'ils mettraient les batteries BYD. Donc ils ont la possibilité de mettre des batteries BYD qui sont beaucoup plus grandes, donc ça je sais pas. Donc voilà pour cette vidéo et pour l'actualité de la semaine. On reviendra donc, parce qu'on parle juste uniquement d'une homologation, donc homologuer ne veut pas dire que ça se fera, et il faudra donc, au-delà que ça soit homologué, que ça soit validé, et puis aussi que on ait une éligibilité donc au niveau de l'État. 53 000, on sait très bien comment ça s'était passé la dernière fois, donc ça veut dire qu'elle sera à 49, il fera un petit rabais à 47, et donc on pourra avoir des personnes qui l'auraient donc aux alentours des 40 000 euros, soit moins 4 000, soit moins 7 000, soit avec des autres aides, etc. Donc un véhicule avec une autonomie, donc une batterie logiquement, si c'était la batterie NMC de la grande autonomie, une batterie donc plus dense,
mais un tout petit peu plus légère. Donc je ne sais pas ce que ça donnera en termes de performance, puisque la grande autonomie de mémoire c'était 6 secondes, la LFP, donc la propulsion c'était 6 secondes 1, elle faisait 5 secondes 9 l'autre, parce que la batterie en fait était un petit peu plus légère. Donc là on est à 6 secondes 9, on sait que le véhicule est capable de descendre finalement à 6 secondes, 5 secondes 9 même, puisqu'elle fait 320 chevaux ou même 349 à certains endroits, certains véhicules, et notamment à Shanghai. Donc 6 secondes 9, est-ce qu'on va descendre à 6 secondes 1, 6 secondes? Encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est, on a beau dire la chimie NMC, donc de charger entre 20 et 80 pour le quotidien, ça suffit largement. Et notamment, moi, le fait de partir, par exemple, en Vendée, 600 km, bon, ma femme me dire ça sert à rien, c'est inutile. La preuve que tu vois, alors que franchement, on n'était pas fan de voitures électriques au départ, surtout moi, on peut partir d'une traite en national, donc faire 440 km. Ça passerait largement. Ça passerait largement, donc on arriverait et on n'aurait même plus besoin donc de superchargeurs. Voilà un petit peu l'idée. Donc et le manque de régénération, donc l'hiver, là, on parle de l'hiver en Île-de-France et dans le Nord, c'est quand même pratiquement de novembre à minimum février, voire mars, donc pendant 3-4 mois, franchement, c'est pas très agréable, je suis content de prendre la Mégane dans ces moments. Donc voilà pour cette actu de la semaine, elle était assez longue parce que j'ai pas fait en fait d'informations sur de l'actualité ou quoi que ce soit, il fallait tout reprendre, et c'est ce que j'avais dit, voilà, sauf grosse actu ou quoi, je mettrai donc toutes ces informations avec quelques petites analyses dedans. Donc wait and see en tout cas pour Xiaomi s'ils arrivent en Europe, en France, et les prix qu'ils aborderont, parce que je trouve que BYD par exemple n'est pas du tout assez agressif donc en Europe. Peut-être qu'encore une fois donc en France les distributeurs prennent trop de marge, je ne sais pas. Et puis on va attendre aussi donc la réponse de Tesla. Encore une fois, pour Tesla, ce n'est pas inquiétant. Les constructeurs européens, que ce soit un EQB, que ce soit un X1 ou même un X3, n'importe quel autre véhicule, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, le Marvel R 3008, Scénic, il y a aussi donc qui va arriver l'Explorer, donc, mais ils vont grignoter un petit peu les parts de marché. Et c'est là où Tesla par contre est très fort, c'est qu'en fonction de même chaque pays, même pas chaque continent, chaque pays, ils adaptent leur prix au clou. Donc que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne ou quoi, à un moment donné, tout le monde va grappiller, notamment ceux qui aiment les constructeurs historiques, ceux qui sont pro-Renault ou pro-Peugeot, quoi que ce soit. Bien, au lieu peut-être de s'acheter donc un modèle Y, s'achèteront donc dans ces cas-là un Scénic ou donc un 3008. Et pareil donc là l'Explorer donc est bonusé à 47 000. Je sais plus donc l'autonomie donc de la batterie de 77 kWh. C'est vrai que Tesla fait pas le figure avec sa petite batterie. Alors c'est vrai que Tesla n'a jamais voulu rentrer dans ce monde-là. Tu vois le Xiaomi avec une batterie de je sais plus 70 kWh, on refera le point dessus, 93 kWh je crois net. Le 3008, le Porsche, etc. Enfin là ils sont dans des autres mesures. Mais concrètement, je pense qu'aujourd'hui, ça va passer par des meilleures densités et donc des batteries qui sont immenses. Donc preuve que pour le moment, on n'est pas du tout à court de batterie, parce que sinon on commencerait déjà à mettre le frein. Donc là, on est plutôt à la course à l'autonomie, ce qui est, à mon sens, plutôt pour le quotidien et l'utilisation, le commun du mortel, qui est franchement clairement inutile. Voilà en tout cas pour cette vidéo. J'ai fermé la tablette, le truc qu'il faut pas faire. Je vous souhaite une bonne journée et puis bonne Pâques, profitez bien. Aujourd'hui on a décalé donc d'1 heure, donc voilà.